Bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western States. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, tant qu'à moi vous vanter les produits NAC, j'ai le goût de laisser la parole à mon invitée qui, elle, les connaît vraiment très bien. Mais je pense ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les drink mix, le drink mix snack, parce qu'il t'amène beaucoup de glucides, mais sans goûter le sucré. Fait que je pense aussi, des fois, t'as comme mal au cœur quand tu consommes beaucoup de sucre qui goûte beaucoup, qui goûte très sucré. Tandis que moi, là, pendant les 3 jours, là, je remplissais mes flasques de drink mix, puis ça passait super bien dans la chaleur et tout ça. Mais aussi, c'est sûr que j'ai mangé beaucoup plus diversifié sur le campement. J'ai essayé de faire les rituels post les shakes protéinés, mais aussi juste manger de façon plus diversifiée, là. Et voilà, donc si vous voulez essayer les drink mix comme Marianne, ben ça se passe sur le nacbar.com. Vous remplissez votre panier et si c'est votre première commande, vous utilisez le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS et vous avez 15% de rabais sur votre commande. Vous seriez fou de passer à côté de ça. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 141e épisode de Pas sorti du bois. Et Marianne, j'ai fait les calculs, c'est ton 12e passage au podcast, mais c'est le 10e en route vers Western State. Fait que je pense que c'est rendu une tradition, une fois par mois, une fois par 6 semaines. On s'assoit, on prend une bière, on jase de ce qui se passe dans ta vie, de comment va l'entraînement, la préparation. Fait que je lance là-dessus. Comment ça va, Marianne? Écoute, ça va, ça a été un mois de février un peu rocambolesque, là, pas ce à quoi je m'attendais, mais je me remets tranquillement, puis je me dis que le mois de mars, ça va être un bon mois. Là, t'es à Montréal, chez toi. Ouais, je suis à Montréal. Je serais curieux de savoir sur 10 épisodes en route vers Western State, combien, tu sais, il faudrait avoir une carte géographique des endroits où on s'est parlé parce Ouais. que dans la dernière année, on a eu la chance de se parler, comme je le disais, quasiment à chaque mois. Puis tu te promenais beaucoup avec la course, avec les voyages. Fait que je pense qu'il faudrait se faire une map du monde avec les endroits où on a enregistré. Bon, moi je bougerais pas, mais toi, tu bougerais pas mal. Ouais, ça pourrait être cool. Est-ce que tu bois quelque chose de ton côté? Oui, en fait, j'avais ramené une bière du Costa Rica. C'était une bière locale là, que je bois ce soir. Donc, une petite bière légère, là, une petite impériale, je crois. Hein? Très fort. Tu es allé Ouais, avec la bière locale. ouais. Ben, la bière locale, mais plus locale Plus vraiment, mais locale. locale d'il y a quelques T'as semaines. ramené un peu du Costa Rica avec toi, puis tu l'amènes un Ouais, petit peu dans l'épisode, c'est cool. exact. Écoute, moi, je suis allé quasiment local aussi. J'étais avec la gang du Noctem, donc Québec. Je la montre à l'écran. C'est une Gvike IPA. Ils l'appellent la Skogdat. Et ça, c'est d'habitude, j'ai de la misère à les dire juste parce que je suis poche, mais là, il y Là, a un c'est G puis un K. un challenge. Fait que si vous voulez m'écrire, ça va m'expliquer comment dire un G puis un K ensemble, je suis preneur. Fait que cheers, Marianne. Cheers. Je sais pas si les gens l'ont remarqué, tu as vraiment une qualité de son impeccable parce que là, tu es équipé à la maison avec un top micro. Avant qu'on entre dans le Costa Rica, les projets qui s'en viennent, parle-moi de cette opportunité-là de te joindre à la bande AD+, le podcast de Distance Plus animé avec brio par mon ami Nicolas Fréret. Ouais, ben écoute, j'ai pas eu la chance de participer à un podcast encore, mais je trouve ça vraiment le fun, en fait, d'être impliqué dans la gang, là, qui en fait, que c'est juste des Français. Donc, ça fait drôle un peu d'avoir un peu leur perspective sur beaucoup de sujets. Donc, j'ai hâte de me lancer dans un épisode avec eux. Évidemment, c'est un honneur que Nico m'a fait en me demandant de représenter en quelque sorte le Québec sur sur la bande AD+. Et puis, je trouve ça vraiment cool parce que, ben, en plus, on est le mois de mars, puis on est vers la lancée là, pour l'équité des femmes. Mais donc, en ajoutant 3 nouvelles recrues, on est maintenant moitié homme, moitié femme sur la bande AD+. Donc, je trouve ça vraiment cool. Puis, ben, j'espère qu'il y a certains auditeurs québécois qui vont écouter ça. Ben, j'espère, c'est très intéressant. Puis c'est un format qui, en fait, qui se fait ailleurs dans d'autres domaines, mais entre elles, on n'avait pas ce format de podcast-là, malgré l'immensité de podcasts qu'il y a sur notre sport, sur la course. Nicolas est arrivé avec quelque chose qui est différent, qui est vraiment
Il y a plusieurs panélistes, en fait, donc tu ne seras pas là à chaque épisode. Les panélistes s'alternent d'épisode en épisode, puis il y a des sujets qui sont amenés, il y a des temps pour répondre, il y a des débats. C'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un beau complément qui vient comme combler un manque qu'on savait pas qu'on avait dans la communauté trail, mais qu'on avait dans l'environnement de podcast. Fait que c'est cool que tu te joignes à la bande à des plus. Ouais, c'est cool. Puis ça me garde occupée au quotidien, là. On a comme une conversation qui est juste toujours tout plein de débats, là. C'est drôle parce que les autres sont en France, évidemment, donc sont avant moi. Donc souvent, je me réveille puis j'ai comme 50 messages non lus. Je me dis, wow, wow, wow. Là, c'est un groupe Messenger, je comprends. C'est WhatsApp, mais Ok, oui. c'est un WhatsApp. Mais j'avoue que en plus, pour avoir écouté la bande à des plus la saison 1, pour avoir vu, constaté, il y a quelques moineaux dans la gang, des gens qui doivent dire de la niaiserie dans un groupe chat. Ça doit être très divertissant. Ouais, ça y va par là, là. Je te dis, chaque matin, je sais pas trop qu'est-ce qui m'attend dans la journée, là, comme conversation. Très fort. Ben, c'est cool, on va écouter ça. Parlons du Costa Rica, parce que la dernière fois que tu es venu au podcast, on avait jasé, tu t'en allais pour le Costa Rica pour aller faire le Coastal Challenge. Mhm. On a pu te suivre sur les médias sociaux à travers cette course-là, mais j'ai le goût de t'entendre nous raconter comment ça s'est passé pour toi, ton expérience là-bas. Ouais, ben écoute, le Costa Rica, c'était super un beau pays, là. C'était vraiment le fun. On en a bien profité. On est allé quelques jours un peu là avec Joanie et Mathieu. On est allé sur le bord de la plage. On s'est acclimaté très bien au pays rapidement. Et puis, écoute, très rapidement, on est rentré dans la course qui s'est avérée assez difficile. Ce que j'aime, en fait, c'était on dirait qu'au Costa Rica, il y a pas de, on dirait qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a comme le trail running. En fait, ce qu'ils ont décidé, c'est qu'on allait courir dans la jungle, dans des trails qu'ils construisaient probablement comme la semaine avant. Euh, C'était vraiment intéressant parce que de chaque journée, tu savais pas trop qu'est-ce qui t'attendait. Tu courais sur des routes de gravel et puis tout d'un coup, ils te faisaient tourner à droite dans la jungle. Et puis là, tu courais dans un sentier, j'avais des gros guillemets, parce que ben, ils coupaient à travers la jungle en quelque sorte. Ils coupaient un passage dans la jungle pour laisser passer les coureurs. Mais écoute, c'est une expérience qui était vraiment formidable, là. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir justement comment c'est différent d'un pays à l'autre, la définition de trail running. Tu sais, je l'ai mentionné quelques fois sur le réseau que il nous faisait courir à travers une rivière à un certain moment donné. Là, tu sais, on a couru 8 kilomètres dans une rivière et puis ça n'a pas été de tout repos, surtout pas pour mes chevilles. Mais écoute, une course par étapes comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'on se doit de faire dans une vie. C'est incroyable comme expérience parce que tu as la chance de bâtir des belles relations avec les coureurs avec qui tu cours au quotidien. Une relation qui dépasse bien juste le principe de compétition. Là, tu sais, c'est qu'on apprend à se connaître, on soupe ensemble tous les soirs. Évidemment, on dort dans un campement où est-ce que la tente est à moins de 30 centimètres de ta tente. Donc, écoute, c'était vraiment le fun. Puis un super beau partenariat là, avec Trans-Charlevoix. Et puis, j'espère qu'il y a beaucoup de gens du Costa Rica qui vont vouloir venir à Trans-Charlevoix et vice-versa. Découvrir ce que nous, on fait comme trail. Peut-être que nous, les rivières, on les traverse perpendiculaires dans le chemin le plus court. Là. Quand on a vu Exact. ces images-là, quand t'en as parlé des traversées de rivière, là, vous étiez pas, même pas parallèle à la rivière, vous étiez dedans puis vous la suiviez pendant 8 kilomètres. C'est quand même assez unique comme façon de faire. Hein. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, des fois, il fallait nager, là. Il fallait vraiment que tu traverses la rivière en nageant. Donc, c'était vraiment intéressant parce que, en fait, moi, je m'y attendais pas du tout. Tu sais, quand on avait dit, oh, on va courir dans la rivière, je m'attendais à ce qu'on longe la rivière, tu sais, en quelque sorte. Mais non, c'est vraiment, tu traverses la rivière, tu sais pas trop quand est-ce que tu es supposé tu sais, passer d'un bord à l'autre. Fait qu'il faut vraiment que tu sais, que tu fasses un peu ta ligne en quelque sorte, mais dans une rivière, chose que je n'avais jamais fait. Mais c'était cool, là, tu sais, c'était vraiment le fun. C'était une expérience vraiment hors du commun, je dirais. J'ai entendu dire que ben, c'est une course qui existe depuis 19 ans, c'est la 20e l'an prochain. Ouais. À travers les années, il y a eu beaucoup de compétitions, tu as eu des athlètes de très haut niveau. Tu sais, c'est une course que moi, avant qu'ils annoncent le partenariat avec le Trans-Charlevoix, je la connaissais pas de nom, mais quand tu t'en vas voir les résultats qu'il y a eu à travers les années, il y a d'excellents coureurs, coureuses d'ultra, des pros qui sont allés. Fait qu'il y avait un précédent, il y avait des gens qui l'avaient déjà fait, mais j'ai entendu dire que parce qu'il y avait un haut niveau de compétition cette année particulièrement, ils ont comme allongé un peu vers le haut les distances, puis qu'ils ont augmenté un niveau de difficulté qui était déjà élevé, puis tu le vois même dans les temps
des différentes distances versus d'autres années. Ça avait l'air d'être une coche de plus quand tu dis que c'est une course qui existe depuis 19 ans, mais qui ont défriché des nouvelles trails pour vous. Ils ont décidé de vous donner un challenge supplémentaire? Ben, je pense que, donc, en fait, il y a quelques années, je crois que la course était plus autour de 220, 230 kilomètres. Et puis pour la 20e édition, ils veulent faire 250 kilomètres. Mais au lieu de rajouter du gravel, ben, ils rajoutent des sentiers. Et je le répète, les sentiers sont assez particuliers là-bas. C'est vraiment, tu cours à travers la jungle. En fait, il n'y a pas une autre façon de l'expliquer. C'est définitivement pas du single track ou du California Carpet, là. C'est vraiment, c'est vraiment, tu cours à travers la jungle, là, puis c'est ça. Donc, l'année prochaine, ça va vraiment être 250 kilomètres et ça va être très costaud comme course. Sur 6 jours, tu sais, ça donne entre 40 et 50 kilomètres par jour. C'est à ne pas prendre à la légère, mais c'est vraiment une expérience hors du commun, là. C'est sûr que je le recommande, malgré les petits pépins qui me sont arrivés avant et après. Tu sais, je regrette pas du tout d'y être allée. C'est juste qu'il faut qu'on s'ajuste en cours de route. Parlant des petits pépins, raconte-nous toi ta course, ton avant, ton après, toute l'histoire complète. Ouais, ben en fait, la course, elle allait bien. En fait, je me suis rendue à la troisième journée. J'avais eu quand même deux belles premières journées. La troisième journée, c'est la journée où on se lance dans la rivière, justement. Et puis moi, évidemment, j'ai un long passé de problèmes de cheville. Et puis dans la rivière, j'arrêtais pas j'arrêtais pas de me les tourner en quelque sorte. Je les avais tapés, mais évidemment, 8 kilomètres dans l'eau a fait en sorte que le tape s'est un peu désintégré. Et puis dès que je suis sortie de la rivière, là, à peu près 1 ou 2 kilomètres plus loin, je me suis tournée assez sévèrement la cheville droite. C'est celle que je me suis cassée. Et puis, cette année, on dirait que ma grosse devise, c'est toujours de prendre des bonnes décisions. Je trouve que souvent, tu sais, je pense que ma légèreté peut être un côté positif, mais aussi un côté négatif. Je pense que des fois, je prends trop souvent les choses à la légère quand je devrais les prendre un peu plus sérieusement. Donc, quand ça m'est arrivé, je pense que pour moi, ça a été très clair que je me suis dit, écoute, là, je suis sur la troisième journée. Si je continue à faire la course pour finir cette épreuve, c'est sûr que je me retourne la cheville encore plus sévère. Puis, tu sais, je me rappelle très bien les 2 mois qui ont suivi à Arikana, quand je m'étais tourné la cheville vraiment sévèrement. J'avais dû vraiment reculer l'entraînement. Et puis, depuis l'UTMB, j'avais déjà, tu sais, j'ai déjà été obligée de prendre 4 mois off. Donc, j'ai décidé à ce moment-là que j'allais pas terminer l'étape 3. J'ai pris l'étape 4, en fait, la journée 4 off. J'ai fait une partie de la journée 5 en marchant et puis j'ai été capable de courir la journée 6. Donc, je trouve que je n'ai quand même eu pour mon argent, dans le sens que j'ai quand même pu découvrir le pays, j'ai quand même pu vivre l'expérience, mais je suis ressortie de là en un morceau et c'est vraiment ça l'important. Et puis C'est une super intéressant belle. parce que quand on s'était parlé avant que tu y ailles, tu avais dit exactement ça. Je me rappelle, tu te parlais, l'objectif, c'est pas la performance. Je m'en vais là en mode tu sais, décontracté, puis en mode tu sais, si j'ai une bonne journée, cool, je pousserai, mais je suis pas là pour ça. Tester Ouais. l'entraînement parce que, comme tu dis, l'après-ETMB, bon, tu sais, t'as été ralenti par les blessures. Fait que ça faisait pas si longtemps que tu avais vraiment repris l'entraînement sérieusement. Donc, c'était peut-être prématuré de se dire on arrive là, puis on veut tout exploser, puis t'arrivais vraiment avec ce mindset-là, puis c'est le fun de voir, 1 mois plus tard, on se parle, puis t'as pas mal respecté ce plan de match-là. C'est plate ce qui est arrivé, mais t'as respecté le plan de match que tu m'avais dit il y a 1 mois, puis on avait une preuve dans un enregistrement, fait qu'on pouvait pas... Ouais. Fait que Il c'est fallait intéressant de que. voir. Ouais, j'ai eu tu sais, en fait, c'est vraiment important pour moi que je commence à penser plus à long terme, puis que j'essaie de prendre des bonnes décisions qui vont me satisfaire pendant des mois et non juste la journée même. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, je t'avouerai que c'était mon premier DNF ever du haut de mes 32 ans, dans tous les sports confondus. J'avais jamais arrêté une course. Mais tu sais, je suis encore, je suis encore en vie aujourd'hui, puis on s'en remet rapidement, puis je suis plus en santé que j'aurais pu l'être si j'avais continué. Tu sais, parce que ma cheville était pas si mal que ça, mais c'est sûr que si je continuais, surtout dans les sentiers qu'on avait au Costa Rica, je pense que je me mettais à risque là, pour une foulure beaucoup plus grave. Ah ouais. Tu dis c'est le premier DNF. Est-ce que cette portion-là, tu l'as un peu de travers, tu sais, de dire oui, j'ai pris la bonne décision pour préserver mon corps, puis cette blessure-là, tu ne veux pas que ça l'empire, mais il y a quand même quelque chose de plate de mettre un crochet sur le dossard puis de dire c'est fini. Est-ce que ça a été dur à avaler? Ben,
ça a pas été dur à avaler dans le sens que j'étais persuadée que c'était la bonne décision. Mais tu sais, c'est sûr que moi, j'adore en fait, là, tu sais, les fins de course quand tout le monde raconte un peu ce qui s'est passé. Puis tu sais, c'est sûr que la dernière journée, tu sais, j'ai pu participer à l'épreuve, mais je faisais pas vraiment partie des finishers de la course. Donc, ça te laisse quand même un petit sentiment tu sais, t'as pas fait ce que tu étais venu pour faire. Mais d'un autre côté, je pense que toute failure, en quelque sorte, nous aide à apprécier mieux nos victoires. Donc, tu sais, j'utilise juste ça comme de la motivation pour arriver encore plus prête à partir pour le prochain. De toute façon, j'ai l'impression qu'en trail, quand on en fait depuis longtemps, ça finit par arriver tôt ou Ben tard. oui. Il est fait. Voilà, c'est quoi l'expression get the monkey off your back? C'est fait. Ouais. Ouais. Il y On en a peut un, passer à fait que autre chose. je peux passer à autre chose, plus besoin d'en faire d'autres. Ouais. Je blague, bien sûr. À l'UTMB, on avait vu cette belle bataille-là que tu avais avec Katie Scheid qui avait gagné, mais vous étiez relancé pendant la course, puis ça avait été une belle bataille. Là, vous avez couru ensemble, quelque chose que je pense qui n'est pas arrivé beaucoup quand tu nous as raconté ton UTMB. On a compris que vous avez échangé quelques mots dans les dépassements, mais là, vous avez fait des épreuves d'un bout à l'autre. C'était quoi cette découverte-là de Katie? Ben, ça a été vraiment cool. En fait, Cathy, c'est une fille très, très sympathique. En fait, on a beaucoup... évidemment, notre histoire est pas du tout pareille, mais elle vient de la côte Est. Donc, en fait, j'ai appris à la connaître beaucoup durant la course, après la course également. Je pense que c'est une personne en fait, ce fut un plaisir d'apprendre à la connaître plus, puis de pouvoir jaser, puis d'en apprendre un peu plus sur sa vie. C'est sûr qu'elle a un très beau parcours de vie, et puis une attitude et un sens de l'humour qui est venu me chercher. Donc, c'était vraiment des belles expériences, puis je suis contente d'avoir pu la partager avec elle. Évidemment, tu sais, ça aurait été encore plus fun que je puisse y aller jusqu'au bout, mais ça a fait en sorte que aussi ce fut plaisant. Là, tu sais, la dernière journée, on l'a couru tout ensemble, puis ça a été cool. Tu sais, j'ai pu la connaître un peu plus, en fait, en quelque sorte, parce que je pense que si ça avait été la compétition, probablement qu'à un moment donné, c'est bien beau faire les étapes ensemble, mais probablement qu'il y aurait eu comme un petit penchant de compétition, mais tu sais, l'ambiance aussi du Coastal Challenge, tu sais, oui, évidemment, c'est une compétition et tout, mais ça fait en sorte que, tu sais, dès que tu traverses la ligne d'arrivée, ben, tu passes l'après-midi avec tes concurrents, en quelque sorte. Donc, c'est une ambiance qui est compétitive, mais qui est comme chaleureuse en même temps. Est-ce que vous avez parlé en français? C'est la question. Parce que Katie, c'est une Américaine, mais elle vit en France depuis plusieurs années. Est-ce que son français est pas pire? Ben, il est pas pire parce que, évidemment, moi, je lui parlais toujours en anglais, mais quand j'étais avec Mathieu, on faisait toujours exprès un peu pour l'aider à parler français. Puis en fait, avec Mathieu, on riait, puis on voulait toujours lui montrer des expressions très françaises pour qu'elle puisse les ramener à Germain. C'est Donc, bon, ça. ouais, on a ri beaucoup par rapport à ça, puis et on a compris très rapidement que si Mathieu et moi, on parlait français autour d'elle, ben, elle pouvait nous comprendre. Donc, OK. on a commencé à faire ça, puis mais moi, évidemment, je lui parlais en anglais, là. C'est quoi, est-ce que ça se dit à un micro, les expressions que vous avez essayé de lui apprendre? Je me rappelle plus, mais on en a sorti quand même des bonnes. Tu sais, les expressions qu'on avait sorties, genre, durant le confiné, là, tu sais, chaud comme une baraque de frites, je sais pas si tu te rappelles de celle-là, mais on voulait, on voulait que Cathy dise ça à Germain. Très fort. Ouais. Parlant de baraque de frites, tu avais parlé aussi qu'avec le Coastal Challenge, il y avait le défi de la nutrition. Ouais. Tu l'avais vécu la première fois que tu avais fait la course avec Mathieu, dont j'oublie le nom, voyons. Mathieu Colanta, on l'appelle. Non, Mathieu, j'ai pas oublié son nom. Mathieu, le petit Blanchard, c'est quoi son prénom? Non, la course que vous avez faite en équipe, j'ai oublié Ah, la le nom. Transalpine. La Transalpine, voilà, Transalpine avec Mathieu Blanchard, c'est ça. Ouais, ouais. Tu m'avais dit, tu sais, que l'aspect nutrition avait été un enjeu de ce côté-là. Bien sûr, Ouais. l'aspect nutrition est très important quand il y a le temps de récupérer puis qu'on fait plusieurs jours de course comme ça. Les journées que tu as faites, comment s'est passée la nutrition d'une journée à l'autre? Ouais, ça s'est super bien passé pour plusieurs raisons, mais c'est sûr que, comme j'avais mentionné, je voulais manger un menu plus diversifié. Mhm. Mais je pense ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les drink mix, le drink mix snack, parce que il t'amène beaucoup de glucides, mais sans goûter le sucré. Fait que je pense aussi, des fois, t'as comme mal au cœur quand tu consommes beaucoup de sucre qui goûte beaucoup, tu sais, qui goûte
très sucré. Tandis que moi, là, pendant les 3 jours, là, je remplissais mes flasques du drink mix, puis ça passait super bien dans la chaleur et tout ça. Mais aussi, c'est sûr que j'ai mangé beaucoup plus diversifié sur le campement. Tu sais, j'ai essayé de faire les rituels post les shakes protéinés, mais aussi juste manger de façon plus diversifiée, là. Ouais, c'est ça, de venir contrebalancer des fois le taux de sucre qui est très élevé, mais que là, Ouais, 6 jours exactement. consécutifs, ça devient tough de manger que du sucre. Ouais, exact. La cheville, comment elle va? Parce que là, tu dis que la 6e journée, tu l'as couru avec Cathy, fait que je suppose que c'est revenu, mais là, Ouais. quelques semaines plus tard, comment ça se passe? Ouais, ça va. Écoute, ben je l'ai couru avec Cathy, c'est un grand mot, là. Dans le fond, il y avait des sections sur le gravel, puis il y avait des sections techniques. Donc, les sections techniques, je suivais pas du tout, là, mais après ça, j'accélérais sur le gravel, puis j'avais donc on a couru quand même du début. En quelque sorte, on a traversé la ligne. Donc, la 6e partie, on l'a fait pas mal avec elle. OK. Mais ma cheville, elle va quand même bien. C'est sûr que, tu sais, un certain mouvement, je vais me rappeler très facilement. Tu sais, si je la tourne un peu comme ça, je remarque très facilement qu'il y avait une faiblesse, mais je suis capable de courir sans problème. Donc, c'est sûr que ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, quand je suis revenue du Costa Rica, en fait, là, les semaines qui ont suivi, j'ai eu malheureusement des soucis gastriques. Donc, j'ai ramené un petit ami de parasite du Costa Rica. Donc, malheureusement, j'ai passé beaucoup de temps au lit, mais je pense que ça a aidé au fait que ma cheville ben, est revenue. Tu sais, j'ai pas de problème là, j'ai pas de séquelles qui m'empêchent d'avancer aujourd'hui. Ton petit ami, c'est assuré que tu cours pas trop sur ta cheville les semaines après. Ouais, Fait que c'est. exactement. Je me dis des fois, la vie me lance des signes et puis je dois les. Elle fait pas autre chose que me lancer vraiment beaucoup de signes pour me dire que je devrais arrêter, là. Alors, on fait des blagues, mais t'es correct, là, ça n'a pas été trop sérieux. Non, ça n'a pas été trop sérieux, mais je t'avouerai que c'est une des fois où physiquement j'ai été le plus malade de ma vie, Ah là. ouais. Ouais, ouais, j'ai été vraiment, tu sais, j'ai dormi, là, peut-être des 24 48 heures, là. En fait, pas tant Euh, dormi, mais j'étais au lit, je pouvais pas bouger, là, tu sais, c'était vraiment. Mais avec l'aide des antibiotiques, je me sens beaucoup mieux. Puis, tu sais, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la game. Puis, il y a des solutions maintenant. J'en suis bien ravie. C'est que t'es d'attaque pour la suite. Ouais, je suis d'attaque pour la suite. Euh, Côté acclimatation à la chaleur, tu en avais parlé aussi. Le Coastal Challenge, ça reste que c'est beaucoup plus chaud que ce qu'on est habitué ici. Tu n'avais pas fait un processus comparable, maintenant, celui de la Western State l'année passée, mais tu as quand même fait du sauna. On se rappelle, le dernier épisode, tu sortais du sauna, puis Ouais. on avait commencé l'enregistrement. Comment ça s'est passé, l'acclimatation à la chaleur costaricaine dans la jungle? Ouais, ben je pense que ça s'est super bien passé. Évidemment, j'ai pas fait tout au complet, mais j'ai pas eu de misère, j'ai pas souffert de la chaleur du tout, donc c'est sûr que ça me rassure beaucoup pour la suite. Et puis dans tous les cas, c'est sûr que ça a été une super belle pratique là, de faire ces parcours-là là, dans la grosse chaleur, notamment la première journée. Là. La première journée, on a parti plus autour de 9 heures, donc on était dans la grosse chaleur de la journée, tandis que les autres journées partaient plus autour de 5h30, donc on évitait un peu la grosse chaleur, mais quand même à 9 heures, même qu'à 8 heures, il fait assez chaud. Donc, ouais, je suis satisfaite de ce côté-là. Donc, ça a été une belle pratique. Donc, avant qu'on passe au prochain sujet, ton highlight du Costa Rica. Mon highlight du Costa Rica, c'est en fait ce qui est vraiment cool, c'est que tous les campements, ils sont toujours assez près de la plage. Donc, je trouve ça vraiment drôle parce que les gens finissent la course, tout le monde fait un peu ses affaires. Évidemment, on se retrouve en groupe là, à différents endroits pour le lunch, pour les breaks et tout ça. Mais j'ai l'impression que le sunset, en fait sortir tout le monde, un peu comme tu sais, les animaux qui sortent là, tout en même temps. Tu sais pas trop quand, mais je trouvais ça vraiment le fun. En fait, que tous les soirs, j'ai l'impression que tout le campement au complet là, se rassemblait autour de la plage, regardait le sunset, puis après ça, tout le monde allait souper. Et puis la première journée, j'étais très surprise, là, 7h, 7h30, tout le monde est couché. Mais non, mes moments préférés, c'était vraiment les moments sur le bord de la plage, là, sur l'heure du coucher du soleil. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je me rappellerai toute ma vie, là, tous les gens qui sortaient comme ça. Puis c'est drôle, tu sais, tout le monde a des démarches un peu... tu sais, rendu à la 5e, 6e journée, tout le monde marche vraiment, vraiment drôle. Tout le monde a des ampoules partout. C'est vraiment... c'est vraiment cool de pouvoir vivre ça 6 jours de suite. Donc, c'est sûr que ça a été mes moments préférés. Et l'avantage avec le Costa Rica en hiver, c'est que les couchers de soleil sont de bonne heure.
Ouais, absolument. Oui, c'est 6 heures, je pense, si je me rappelle bien. Entre 5h30 et 6 heures pendant qu'on était là, le coucher du soleil se passait. Tellement bien fait. Ouais. Après ça, on pouvait aller se coucher. Ouais, c'est ça. Parlons du prochain projet parce qu'on a effleuré le Speed Project au dernier podcast, Ouais. au dernier épisode. On a parlé de ce que c'était, mais je suis retourné lire là-dessus, puis il y a vraiment un côté clandestin, j'ai l'impression. Puis je pense qu'il le brand comme ça, mais je suis allé voir, puis j'ai vu que le mantra des fondateurs, c'est No spectators, no rules. Tu arrives sur leur site, puis ça, ben, le site, tu lis des articles parce qu'eux n'ont pas de site web Ouais, il n'y a pas de officiel. site, ouais. Puis ça dit que c'est unsanctioned, unhinged, underground and off the grid. Puis qu'est-ce que tu as le plus hâte d'aller vivre là-bas? Ben, je trouve ça vraiment le fun, en fait, parce que je trouve ça le fun d'autant plus que moi, j'ai aucune idée de c'est quoi notre plan de match. Donc, nous, en fait, je sais pas si je l'ai expliqué la dernière fois, mais on est une équipe d'à peu près 9 ou 10 femmes, des quatre coins du monde, avec tous des backgrounds de courses différents. Donc, il y en a qui viennent tout juste de commencer. Tu sais, on a une femme qui vient d'accoucher il y a 6 mois. Donc, c'est vraiment, vraiment différent. Et puis, dans le fond, l'idée, évidemment, c'est d'amener l'équipe à se rendre à la finale le plus rapidement possible. Mais comment on va faire ça? La stratégie, j'ai aucune idée. Et puis c'est drôle parce que je parlais avec des gens justement de Montréal la semaine passée qui vont aussi faire la course. Et puis eux, leur stratégie, c'est de switcher à chaque 400 mètres. Et puis là, moi, je commençais à penser à ça. J'étais là, mon Dieu, hey, c'est quand même fou que c'est ça. Tu sais, c'est à ce point-là poussé que on se dit, tu sais, les gens se disent, OK, tu sais, quelle est la distance à laquelle on peut courir le plus rapidement avant de casser pour qu'on puisse avoir le pace le plus rapide. Donc, c'est vraiment cool parce que moi, en fait, nous, c'est à peu près 550 kilomètres, mais ça dépend par où tu passes. Donc, tu fais juste aller, la course, en gros, là, je sais pas si on l'a raconté concrètement, mais c'est une course à relais de Los Angeles à Las Vegas. Puis tu prends vraiment les chemins que tu veux. Donc, tu peux passer par le trail, la route et tout ça. Puis, l'équipe, dans le fond, qui gère notre équipe, nous a pas du tout partagé c'est quoi le plan de match. Donc, on arrive, toutes les femmes, on arrive là comme le lundi avant la course qui est vendredi. Et puis, c'est là qu'ils vont nous partager un peu c'est quoi le plan de match. Fait que ça va être vraiment le fun, en fait, de le vivre comme ça en équipe. Puis, tout le monde est un peu en attente là, des instructions parce qu'évidemment, il faut se coordonner, là, sinon, ça va être le gros bordel. Fait que même dans la Mais, manière d'organiser votre équipe, s'amuse à être un peu dans le mode de la course. Tu sais, j'ai l'impression que je lisais sur cette course-là, puis c'est une genre de Barkley dans l'esprit, dans le sens où c'est différent de tout ce qui existe en termes de course à pied. Tu pars d'un point A, tu te rends à un point B, puis entre les deux, tu fais ce que tu veux. ouais, Encore là, l'aspect relais, tu fais ce que tu veux. Je voyais qu'il y a fais ce des que tu années, veux, ouais. il y a une équipe qui avait remporté, puis il était à un pace moyen de 4 minutes du kilomètre. Mais tu sais, il était quand même bien juste 6, je pense, dans cette équipe-là. Fait que c'est 550 kilomètres à 4 du kilo. Il y a un relais, mais c'est de trouver l'espèce de sweet spot ou combien de kilomètres tu fais. Bon, tu dis, il y a une équipe qui le font à 400 mètres. Mais j'aime que l'équipe qui organise ça pour vous garde un peu aussi dans l'ombre, puis vous explique pas trop vers quoi vous en allez. Fait que tu pars, mais tu sais pas trop à quoi t'attendre. Ouais, j'ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée. Je sais pas non plus si tous les membres de l'équipe vont courir le même volume. C'est sûr que ça va changer un peu, mais non, fait que, écoute, ça va être vraiment intéressant, mais dans tous les cas, ça va être un road trip qui va être cool, là. Dans le fond, l'équipe, évidemment, on se suit dans un RV, pour se rendre jusqu'à Las Vegas. Et puis, ça va être un 3 jours très intéressant, je pense. Ah, puis je voyais qu'il y a des équipes qui modifient leur RV pour y donner l'espèce de look. Tu sais, le film Mad Max, tu sais, c'est des espèces de chars raboutés avec des têtes de mort. Puis je voyais qu'il y a vraiment des équipes qui vont all-in dans cette espèce d'esprit-là de road trip. Tu sais, je veux dire, t'es en Californie, t'es dans le Nevada, t'es un peu Ouais, dans... dans cette le- ambiance-là. Exact, dans l'ambiance d'où tous ces films-là sont inspirés. Mais c'est intéressant de voir que tu te lances là-dedans, mais tu n'as aucune idée. Tu ne sais pas combien de kilomètres tu vas te ramasser à courir. Fait que comme équipe, vous ne pouvez pas vous préparer plus qu'il faut. Ben, donc les autres membres de l'équipe, donc il y a un coach qui travaillait avec tout le monde là, pour essayer de donner un plan là, quelconque. OK. Fait que je pense que tout le monde va arriver quand même semi-préparé, là, mais ça va être intéressant. Là. Moi, ce que j'aime en fait aussi, c'est que la course se termine à Las Vegas avec un gros pool party. Puis je trouve ça vraiment drôle parce que je trouve le contraste vraiment hilarant en fait d'imaginer tout genre de coureurs sur le bord d'un pool party à Las Vegas dans la grosse, tu sais, sur le gros strip là.
Fait que non, franchement, je pense que ça va être vraiment cool. Puis évidemment, je trouve ça le fun de se lancer aussi là-dedans avec des gens que je connais pas du tout. Donc, ça va être cool. Fait que c'est Salomon qui a créé cette équipe-là. Ouais. Et comment les 10 femmes ont été choisies? Y a-t-il un processus? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Non, ils nous l'ont pas vraiment dit. Je pense que ça a été un peu des connexions. Tout le monde amène, comme je te dis, un peu son background différent. Je pense qu'il y a une coureuse qui fait plus comme des marathons. Il y a quelqu'un qui est amputé d'une jambe. Je pense que tout le monde amène justement une dimension différente de la course à pied. Il y a une fille qui est designer chez Salomon, donc qui avait jamais vraiment couru, mais qui design qui fait le design visuel des vêtements. Ok. Donc, elle s'est lancée dans la course à pied pour être capable de compléter le projet. Donc, on a vraiment, en fait, l'idée, c'est de justement se dire que n'importe qui peut se lancer dans une grosse aventure de course, puis se préparer dans un délai quand même assez raisonnable. Puis qu'en équipe, ben, on peut tout accomplir. Évidemment, je pense que l'idée, c'est de si jamais, pour une raison X, il y en a une de nous qui n'est plus capable de faire son relais, ben, je pense qu'il y en a une qui va se lancer devant. Puis c'est sûr que je vais lever la main là, pour, pour courir plus de kilomètres. Mais non, je sais pas ça a été quoi le processus de sélection, pour être honnête. De la même façon que je sais pas nécessairement pourquoi moi j'ai été choisie. C'est le fun, il y a un beau mystère autour de ça. Peut-être qu'au prochain épisode, quand tu vas revenir de là, qu'on va en jaser, tu auras élucidé le mystère, ou peut-être pas non plus. Ouais, on sait pas. De toute façon, tu as une bonne préparation de route à faire parce que là, c'est quelle date, le Speed Project? C'est comme autour du 28 mars. Un peu avant ça, là, le 25, 26, 27, je crois. Donc, à peu près 2 semaines après, tu es à Boston pour le marathon de Boston. Fait que tu vas arriver, écoute, avec une préparation optimale. Ouais, je pense que c'est dans tous les plans de marathon où il y a le Speed Project. Ouais, c'est ça, hein, c'est recommandé de faire un projet de route sans savoir ta semaine va ressembler à quoi. C'est parfait. Exactement. Comment se passe la préparation pour Boston? Tu sais, je sais que toi, tu es en mode accompagner ton frère puis le tenir le plus longtemps que tu peux, mais lui, est-ce qu'il arrive avec une préparation vraiment précise, scientifique, vraiment plus organisée, mettons, pour le marathon? Non, du tout. En fait, c'est OK. drôle parce que l'année passée, il avait utilisé cette approche-là pour Ouais, c'est le ça. marathon de Toronto. Et puis, c'est ça qui a été drôle, c'est que lui a utilisé cette approche-là. Moi, j'utilisais plus l'approche trail, volume et peu de vitesse. Et donc, cette année, il utilise une approche qui est très différente. Évidemment, on fait des entraînements. Là. En fait, ce qui est cool, c'est que mes deux frères courent quand même pas mal. Et puis, les mardis, jeudis soirs, on essaie de se retrouver pour des entraînements autour de Montréal. Je t'avouerai qu'en ce moment, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais pas du tout, du tout. Je suis toujours vraiment loin en arrière, puis je cours pour ma vie. Donc, la préparation du marathon est pas excellente, mais je fais mon possible. Puis, moi, je me dis toujours que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sessions pas bonnes avant que tu puisses avoir une session bonne. Et puis, ben là, je suis dans les sections un peu moins bonnes, puis je vais déboucher à un moment donné. Mais pour le moment, je suis pas du tout, là. C'est drôle, en fait, à quel point je ne suis pas capable de les suivre. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois, je dis non, non, là, les gars, je vous suis pas aujourd'hui. Ils renchérissent toujours en disant non, non, là, let's go, là. T'es capable de suivre. Puis depuis qu'on a commencé, je les ai suivis sur aucun entraînement, mais toujours contente de pouvoir les retrouver pour faire des entraînements. Mais j'aime ce que tu dis par rapport à des bouts d'entraînement qui sont pas bons parce qu'on a tous des moments où ça va pas. Puis, tu sais, c'est de quoi qu'on a déjà parlé sur le podcast. Je pense qu'on a déjà parlé ensemble aussi. Tu sais, un mauvais entraînement dans le sens où tu veux pousser puis ça va pas. Mais ce qui est le fun avec notre sport, c'est que c'est pas perdu non plus. Tu sais, quand tu fais de l'extrême endurance, quand tu fais de l'ultra, une journée où tu peux pas faire ta séance tempo, peu importe ce que c'est, ou tu sais que tu veux faire de la haute intensité puis ça marche pas. Ben, du volume, c'est du volume, puis c'est pas perdu. Puis l'entraînement que tu réussis pas à suivre tes frères, ben, c'est pas down the drain, puis ça sert plus à rien. Tu as fait autre chose, tu as fait du volume, puis tu as monté ton rythme cardiaque pour essayer de les suivre, mais tu sais, c'est jamais perdu ça, là. Ouais, non, même que moi, je pousserais plus que ça. C'est souvent quand je fais beaucoup de volume ou, tu sais, ces temps-ci, je fais des grosses fins de semaine de split ou peu importe c'est quoi la raison pour laquelle je suis fatiguée. Tu sais, il y a 2 semaines, j'étais fatiguée parce que j'étais malade, je le savais pas. Mais là, je me lance sur la course puis je me mets à bloc, tu sais, puis peu importe si je cours vite ou pas, je suis à bloc, là. Tu sais, je suis pas... Fait que moi, je trouve que ça paye. Puis c'est drôle parce que j'ai eu des conversations comme ça avec mes athlètes qui disent, écoute, là, je suis pas capable du tout de suivre le pace. Moi, je m'en fous du pace, en fait, auquel tu cours. C'est juste si ta sensation est vraiment
où est-ce que tu devrais faire, donc zone 3, zone 4, zone 5. C'est bon. Tu sais, c'est tes sensations qu'il faut que tu écoutes et non le pace ou si tu es capable de suivre ou pas. Ouais, puis tu sais, on s'entend que les zones, c'est. En tout cas, en trail, c'est beaucoup ça, mais ça devrait être ça tout le temps. C'est des efforts perçus parce que, tu Oui. sais, on finit par savoir. Moi, ça fait un an que j'ai un coach, puis ça fait un an que je sais c'est quoi des zones, puis que c'est quoi à peu près. Mais à un moment donné, j'ai compris en plein été que dans un environnement contrôlé, là, il fait 18 degrés, il n'y a pas de vent. Ben, ma zone 1, c'est à peu près ça. Puis ma zone 2, c'est à peu près ça. Puis la zone 3, c'est à peu près ça. Ouais. Mais après ça, le reste de l'année, je veux dire, on court l'hiver. L'autre fois, j'avais un entraînement, puis mes zones 3, ils devaient être à 6 du kilo, ce qui n'était pas ce à quoi je suis habitué, parce que j'avais un vent de face, il neigeait, il venait de tomber 15 centimètres. Il n'y avait rien de déblayé nulle part, puis j'avais de la grêle qui m'envolait dans les yeux, mais l'effort perçu était là. Puis il faut ramener ça plus souvent qu'autrement à de l'effort perçu, parce Mhm. que si tu te fais à des paces, ça te prend un environnement qui est contrôlé, puis tu es juste déçu si tu n'atteins pas ton 5-10, si c'est ça ton objectif, ou peu importe c'est quoi le pace que tu vises. Des fois, quand tu es en trail, encore plus, je veux dire, quand il y a un peu de racine, tu peux pas être dans tes paces. Fait que fie-toi à ton corps, puis tu finis par savoir tes zones, c'est comment en ressenti, puis avec ton rythme cardiaque, ou juste avec ta respiration, comment ça fait mal ou pas, là. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Je trouve que moi ça a toujours été ça ma philosophie. Puis, il y a des journées où je me sens mieux que d'autres. Il y a des journées où je me sens moins bien que d'autres. Mais dans tous les cas, je me présente. Puis, je bouge. Donc, j'avance plus proche d'améliorer en quelque sorte ma forme. Puis, je vais voir comment je me sens la journée du marathon. Mais pour le moment, c'est comme ça que je me sens. Toronto, tu arrivé aussi avec cette approche-là, puis finalement, ça a quand même bien été. Tu avais remporté le marathon de Toronto, tu avais fait un 2h47, c'est extrêmement rapide. Tu es encore dans le même mindset, dans le sens où il arrivera ce qui arrivera, ou tu as quand même en arrière de la tête un objectif quelconque? Non, j'ai vraiment pas d'objectif, puis je te dirais même moins cette année. J'ai encore beaucoup de difficultés là, avec ma jambe gauche. Ouais. Tu sais, je vois la chiro deux, trois fois par semaine. En fait, je requiers encore beaucoup de traitements parce que j'ai malheureusement encore de la douleur. Donc, pour être honnête, j'ai aucune idée. En fait, mon corps va réagir comment à un marathon sur route tu sais, à haute intensité. Euh, D'autant plus que la semaine avant, en fait, je vais la passer au Portugal avec l'équipe Salomon à courir des grosses journées. Puis, je reviens le samedi, je crois, et le marathon, c'est le lundi. Donc, tout ça pour dire que je me mets absolument aucun objectif de temps, seulement l'objectif de me dépasser. Puis, j'ai aucune idée ce que ça va vouloir dire cette journée-là. Mais c'est drôle parce que mon frère aussi il me pose la question parce qu'il lui il veut un peu savoir à quoi s'attendre là. Tu sais, est-ce que je suis là pour racer ou je suis là pour c'est quoi? Tu sais que la dernière fois un peu à Toronto, c'était comme un peu ambigu. J'étais supposée faire juste 10 kilos, puis finalement, je suis restée. Mais mon objectif va être de courir avec lui le plus longtemps possible. Je sais pas ce que ça va donner. Donc, puis je sais pas non plus lui dans quel état il va être. Donc, j'ai pas d'objectif personnel de temps, mais c'est sûr que j'ai l'objectif de me dépasser. En même temps, Boston, c'est un peu, je sais pas si c'est l'UTMB des marathons. Tu sais, c'est une des courses les plus connues. Il y a quelque chose de fou qui se passe à Boston. Les gens qui l'ont fait le racontent. Tu sais, souvent, les marathons, même les courses de trail, peu importe, t'as des gens sur le bord qui t'encouragent des petites sections. Tu sais, moi, je me rappelle le marathon de Québec. Il y a des portions où il y a des gens, puis il y a des portions où il y a absolument personne, sauf le dude qui passe sa tondeuse, puis tu passes dans son quartier Ouais, pendant ton marathon. ouais, ouais. Mais Boston, il paraît que c'est complètement fou comme ambiance, c'est survolté. Je pense que peu importe l'objectif, vous allez avoir un beau trip, là. Ouais, ouais. Oui, puis on a aussi notre meilleur ami qui fait la course. Donc, ça va être cool, en fait. On est là pour la fin de semaine. Donc, non, j'ai hâte de vivre l'expérience, mais je me mets aucune pression de temps. Tu dis que tu vois encore ton chiro plusieurs fois par semaine. Comment Mhm. ça évolue? Est-ce que tu es capable de percevoir de l'amélioration quand même à travers tout ça? Comment est le corps, la récupération, puis le moral par rapport à ça? Ouais, écoute, ça va vraiment bien. Et moi, je vois Laurence chez Parc Santé qui est comme à 100 mètres de chez nous, donc c'est super pratique. Je suis capable d'aller voir, puis elle me fait des check-ups souvent. Et puis, c'est drôle parce qu'on a eu la conversation ce matin. Donc, j'ai la douleur qui bouge, mais c'est difficile parce que la douleur elle est vraiment très profonde. Donc, évidemment, quand je me suis déchiré le psoas puis déchiré le ligament, je pense que ça a joué beaucoup. Puis, ce qu'on pense, c'est que ça l'a raccourci en quelque sorte le muscle et le ligament. Et puis là, j'en souffre un peu là, les conséquences de tout ça. Euh,
Mais ça s'améliore. C'est sûr que, tu sais, pouvoir justement avoir des, tu sais, hands-on treatment 2, 3 fois semaine, ça m'aide énormément, là. Et puis, ça évolue, mais on n'a toujours pas trouvé la solution miracle là, pour guérir le problème. Mais je suis quand même positive dans le sens que je suis quand même capable de faire des bonnes semaines d'entraînement. C'est sûr que c'est pas sans douleur, mais c'est de la douleur contrôlée que je suis capable de gérer là, en quelque sorte. Fait que somme toute encourageant. Somme toute encourageant, ça c'est sûr. Mais je t'avouerai, même comme je lui ai dit ce matin, un peu en toute honnêteté, je m'attendais à ce stade-ci de ma progression. Mettons, 2 jours après l'UTMB, je m'attendais à ce qu'aujourd'hui, au mois de mars, tu sais, j'en avais bien fini avec cette blessure-là, là. Mais bon, écoute, on est vraiment un jour à la fois, puis je fais tout en mon possible pour guérir le tout, mais c'est sûr que ça prend un peu plus long que prévu, là. OK. C'est un épisode en route vers Western States. On n'a pas parlé de la Western States. Non. Ça reste que c'est là, ça reste que ça s'en vient. C'est Ouais. à la fin juin. Tu as plusieurs projets d'ici là. Tu es en train de te réparer, tu es en train de récupérer, tu es en train de surmonter un vilain virus. Est-ce que tu y penses au quotidien à cette course-là qui s'en vient? Si tu, à travers tous les projets humains tripants que tu fais, tu as quand même ça au loin qui est là. Est-ce que tu y penses souvent? Oui, j'y pense souvent. J'y pense vraiment souvent. En fait, moi, ce que j'ai décidé d'essayer de faire cette année, c'est d'essayer de toujours prendre des décisions qui, comme je te dis, vont m'aider en quelque sorte, à performer sur mes gros objectifs. Donc, j'aime ça, en fait, me le souvenir. J'aime ça de plus en plus me dire, OK, si je fais ça, est-ce que ça va m'aider ou ça m'aide pas? Puis là, si ça m'aide, je le fais. Si ça m'aide pas, je le fais pas. Donc, j'aime ça un peu me challenger au quotidien. Je pense que c'est vraiment comme ça que je vais aller chercher les gros gains parce que je pense que la base, elle est là. Mais je pense que c'est de voir un peu les petites choses que je peux améliorer au quotidien pour pouvoir avoir un changement sur le long terme. J'ai écouté le livre Atomic Habits. Je sais pas si tu as écouté ça, mais j'ai beaucoup aimé son approche d'essayer d'améliorer de 1%, là, tu sais, chaque petite chose que tu fais. Et puis, en fait, de faire les petites choses qui peuvent t'aider sur le long terme. Puis, j'ai décidé que cette année, j'allais essayer de me challenger avec ça. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien. Puis, ce qui me motive, justement, c'est ces gros objectifs-là qui s'en viennent. Donc, évidemment, à la Western et l'UTMB. Donc, j'y pense absolument au quotidien. Et puis, c'est ce qui me motive de me lever le matin, d'aller courir, de faire ma muscu, de faire ma mobilité, de me coucher tôt. Donc, tous ces petits détails, tu sais, aussi de trouver le moment pour aller chez le chiro, aller le masso, le physio. Tu sais, c'est toutes des choses que tu sais, chaque jour, je pense que c'est vraiment facile de dire, ah, aujourd'hui, dans le fond, non, puis c'est pas si grave que ça si je le fais pas, mais au final, c'est chaque fois que tu le fais pas, ben, ça a un impact sur le long terme. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, puis c'est pourquoi, évidemment, j'y pense plus au quotidien qu'autre chose. C'est le baromètre Western State. Ouais, exactement. J'aime ça. Chaque décision, si c'est pour aider la course qui a lieu dans 3 plus mois, ben, let's go. Puis sinon, on le fait pas. C'est intéressant. Ouais. Ouais, je trouve que ça a eu un bon impact sur justement ces affaires-là. Puis je pense que c'est la raison pourquoi j'ai arrêté au Costa Rica. Évidemment, j'ai pas pu contrôler là, ce qui m'est arrivé par après, mais j'essaie quand même, là, tu sais, les petits détails, j'essaie de prendre les bonnes décisions. C'est bon, c'est intéressant. Je pense que tout le monde peut apprendre de ça aussi parce qu'il faut nécessairement dans une année se prévoir des objectifs qui sont un peu plus A puis des B, puis c'est rien contre les courses B, mais on peut pas avoir que des courses objectifs. Puis il faut qu'il y ait à travers ça des projets qui nous font triper, mais qu'on descend d'une coche la pression qu'on peut se mettre par rapport à ça. Puis c'est bien de se rappeler ce que je fais en ce moment, est-ce que c'est dans la bonne direction ou c'est un pas de côté ou un pas dans une autre direction pour de quoi qui à court terme va être le fun, mais qu'à long terme n'aura pas d'impact. Tu sais, courir sur une blessure, une course, ben, ça va avoir un impact long terme. Puis tu sais, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire quand ton objectif il est là-bas. Tu sais. Ouais, exact. Puis je pense que trop souvent dans mon passé, j'ai toujours pensé plus dans le court terme, ce que j'aime beaucoup, puis c'est ce que je veux continuer à faire, tu sais, vivre dans le moment présent, mais aussi savoir que chaque moment présent bâtit le futur, puis de réagir un peu plus de cette façon-là. Ouais, c'est bon. Chaque moment présent bâtit le futur. C'est une belle quote. Avant qu'on termine,
T'es venu plusieurs fois au podcast, t'as fait les questions éclair NAC, t'as fait les questions ouvertes NAC. C'était rendu qu'avec En route vers Western, on les faisait plus, ces questions-là, parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir toutes les FKT puis avoir tout le temps les records de secondes parce que t'es rendu à la 10e fois de le faire. Mais je me disais, comment on pourrait finir sur une note le fun? Fait que j'ai sorti les questions express NAC. Il n'y a pas de OK. chrono, c'est juste des questions que la réponse va être très courte, puis ça fait juste OK. une façon d'explorer des sujets qu'on n'a pas nécessairement l'occasion d'aborder dans le fil de nos conversations, mais qui peuvent intéresser les gens. En tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir les réponses, fait que why not? C'est C'est bon. c'est quoi ta découverte brassicole récente? Une micro, un produit, une bière? Récent, je te dirais, en fait, la brasserie Sir John à La Chute fait des bières smoothie que je OK. trouve hors de ce monde délicieuses. Vraiment, vraiment bonnes. Bière smoothie. Ouais, d'ailleurs, c'est comme vraiment, t'as l'impression de boire une espèce de jus d'orange, mais mélangé avec une bière, mais vraiment, vraiment épaisse. C'est vraiment un goût particulier, mais je l'adore. J'essaie toujours de trouver une raison de passer par là, mais on passe jamais par La Chute, donc je trouve ça un peu plus difficile. Faut que tu fasses vraiment des gros détours de course, hein. C'est quand même loin, là. Ta découverte musicale récente, artiste ou chanson? Récemment, là, depuis 2, 3 jours, j'écoute une chanson sur repeat. Et puis, ça s'appelle One Thing at a Time de Morgan Wallen. C'est une chanson country. Et puis, ça discute du fait que c'est un peu sur la même chose, la même philosophie que je parlais, que j'essaie toujours de faire les meilleures choses. Ben lui, il dit, tu peux pas me demander de tout abandonner en même temps. Je peux pas arrêter de fumer, de boire, puis de t'aimer. Puis là, il énumère tout ça. Puis en fait, j'aime juste le beat de la chanson, mais j'aime aussi ce qu'il dit. Tu peux pas tout faire à la perfection, mais chaque petite chose, peut-être que tu peux les faire bien. Puis, en tout cas, la chanson, elle a beaucoup de rythme. Puis, si t'aimes la musique country, évidemment. Mais je l'ai sur repeat là, depuis quelques temps. Je m'attendais à rien de moins que du country. C'est bon. Je suis contente d'avoir pu livrer la marchandise. On va même la mettre sur le Walkman de Pas sorti du bois, hein. Ouais, c'est Let's bon, go. c'est bon. Ton resto préféré au Québec? Province, peu importe, où tu veux. Oh boy. Ça, c'est quand même difficile. Ces temps-ci, après les trainings, je mange pas souvent au resto, je devrais dire ça, mais j'aime quand même ça. Mais après les trainings avec mes frères, on va à la Panthère Verte, OK? qui est un resto végé à Montréal. Et puis, j'adore ça parce que l'ambiance est vraiment cool, très décontractée. Tu peux prendre une bière. C'est vraiment casual. C'est un peu fast-food, mais délicieux. Puis, ils font du fromage qu'on appelle du fromage. Et puis, je le trouve vraiment, vraiment délicieux sur des salades falafel. Puis, c'est mon coup de cœur du moment. La Panthère verte, on note ça. Ton spot de prédilection pour faire du splitboard? Oh, ces temps-ci, j'adore J-Peak au Mhm. Vermont. Ouais. Puis j'ai jamais eu autant de personnes qui nous encouragent. Je te le dis, tu montes à J-Peak, là, puis à peu près une personne sur 10 va te crier quelque chose quand tu montes. C'est vraiment bizarre parce que toutes les autres places, j'ai l'impression que c'est pas si pire que ça, là, mais J-Peak, vraiment, là, il y a tout le temps quelque chose quelqu'un qui crie un commentaire, c'est drôle. Si tu avais à choisir un seul produit NAC dans une seule saveur, ce serait lequel? Très facile, les gaufres sirop d'érable. J'allais dire, moi aussi gaufre, mais moi c'est chocolat. Ah, Bref, les deux nouvelles sont assez exceptionnelles, hein. sirop d'érable, je crois que ça fait de moi quelqu'un d'un peu plus québécoise. C'est bon. J'espère que tu n'as pas un doute à savoir si tu es québécoise. Non, non, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Ben, prochaine question. La course québécoise que tu as hâte de faire ou refaire? UTHC, sans Ouais. aucun doute. En fait, UTHC m'échangerait peut-être pour Tranche-Charlevoix. Hmm. J'aimerais faire Tranche-Charlevoix. Euh, Évidemment, cette année, ça ne marchera pas, mais dans un futur assez rapproché, j'aimerais faire Tranche-Charlevoix. Une année où il n'y aura pas l'UTMB au calendrier. Ouais, exactement. Finalement, la course bucket list que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire. Oh, il y en a beaucoup que j'ai pas fait, Tu surtout as ces juste, le derniers droit temps. à une. Euh, J'aimerais ça faire Tarawera en Mhm. Nouvelle-Zélande, juste parce que ça m'amènerait en Nouvelle-Zélande. Mais aussi parce que, en fait, je voudrais faire la course, là, mais j'aimerais ça La Nouvelle-Zélande, c'est définitivement un pays que j'aimerais visiter dans un futur assez rapproché. Puis en plus, depuis quelques années, il y a un 100 miles. Longtemps, c'était un 100 km Tarawera, mais là, ils ont ajouté un 100 miles qui paraît qui est assez crunchy, qui amène sur Ouais, d'autres sections du parcours qui n'étaient pas explorées encore. Bref, ça a l'air vraiment magnifique. ouais, en effet, j'aimerais vraiment ça y aller.
Bon, ben, excellent. Écoute, on termine là-dessus. Merci beaucoup, Marianne, d'être venue une fois de plus. 12e passage, 10e en route. Je vais arrêter de dire les chiffres à un moment donné, là, ça va juste rendre le reste du monde jaloux parce que là, t'es rendu à 12 fois au podcast, mais toujours aussi intéressant de découvrir, oui, ton quotidien, tes entraînements, mais aussi la philosophie derrière. Puis, comme d'habitude, j'ai l'impression que on peut boire tes paroles puis les appliquer, peu importe que notre objectif soit de faire la Western State ou de faire le 5 km dans notre ville ou peu importe quoi. Tout s'applique à tout. Fait que c'est toujours aussi intéressant. Ben écoute, merci à toi. C'est un plaisir de passer ce lundi soir en ta compagnie. Que ça nous fait boire tôt dans la semaine. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement recommandé, mais c'est une très bonne raison. Non, mais j'ai une règle, moi, c'est que je peux pas boire une bière toute seule. Donc, merci de m'accompagner en ce lundi soir. Ben voilà, écoute, rappelle-moi si tu as besoin. C'est bon. Eh ben, merci Marianne, à tout le monde. Je vous dis, non, frère, faut que je fasse mes remerciements. Il y a NAC qui est le partenaire principal, qui est ton partenaire aussi, qu'on connaît bien les produits. NAC qui est là depuis le début, toujours fidèle au poste, partenaire après 140 quelques épisodes, donc c'est assez fou. Je pense que c'est rendu une relation à long terme, là, quand c'est 140 épisodes de collaboration entre NAC et Pas sorti du bois. Fait que merci à Will, merci à Mine, à toute l'équipe. Merci à Noctem, ma bière que je sais pas encore comment prononcer le nom, la Skok 4 est très bonne, très très bonne, une vague à piller. Ça aurait été une bonne question pour donner un ticket à tu sais qu'est-ce que je veux dire là? Ouais, la prochaine fois que je fais tirer des places au Noctem, là, appelez-moi puis laissez-moi un vocal pour me dire comment on la prononce. Merci à Capic 1 qui est le partenaire caféiné du podcast. J'ai vraiment eu des belles réactions par rapport au live que j'ai fait avec Ray. C'était un dimanche soir. Dans le live, on n'a pas eu tant de monde que ça parce que bon, c'est un dimanche soir, les gens ont d'autres choses à faire, mais je l'ai pitché en ligne lundi. Puis ça a explosé les écoutes. Fait que je pense qu'il y avait la motivation à entendre Ray, même si c'est en anglais, même si c'est un podcast francophone. Ray a toujours des bonnes anecdotes et surtout des bons apprentissages à partager. Je suis comme un gars qui fait du bien à écouter parce qu'il arrive avec on dirait qu'il y a comme un troc d'expérience qui te drop sa tête. Puis t'es comme, my God. Ça prenait Ray pour me dire comment aborder mes courses et comment y penser. Il y a vraiment une façon de le faire qui est intéressante. Donc, je suis content d'avoir vu que ça a plu aux gens. Donc, merci à Reed, merci à Capic. Puis à tout le monde, mais je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.